Ravi de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on commence par prendre la direction de Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, 101e département français. Le centre-ville a été particulièrement éprouvé par le passage du cyclone Chido en décembre 2024. Des vents dévastateurs et des pluies intenses qui ont causé des dégâts considérables, humains et matériels. Une tragédie qui a mis en relief un paradoxe. Le fait que Mayotte est à la fois le plus pauvre des départements français, avec notamment des habitats précaires qui ont volé en éclats avec le cyclone, et en même temps un territoire français qui, par son système de soins notamment, attire les migrants de la région, notamment ceux venus de la République des Comores voisines. Alors au-delà de Mayotte, on a voulu vous proposer un tour d'horizon de ces différents territoires français d'outre-mer qui sont par essence, vous allez voir, des territoires singuliers. Sortons nos cartes. Avec ses territoires ultramarins, la France peut compter sur un large maillage et une présence sur les 3 océans. 2,8 millions d'habitants peuplent les 12 départements, collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. Les plus peuplés sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, qui ont à la fois le statut de département depuis 1946 et de région depuis 1982. À elles seules, ces 4 régions totalisent 1,9 million d'habitants, soit environ les 2/3 de la population de la France d'outre-mer. À ces 4 vieilles colonies, comme on les appelle parfois, il faut ajouter Mayotte, devenu en 2011, on l'a dit, le 101e département français. L'outre-mer français est aussi constitué d'autres territoires, appelés collectivités d'outre-mer, qui ne sont pour la plupart qu'associés à l'Union européenne. C'est le cas de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore de Saint-Barthélemy. On compte également des îles inhabitées ou sans population permanente, telles les terres australes et antarctiques françaises, qui complètent cet ensemble hétéroclite et dispersé, qui permettent à la France de disposer de la 2e plus grande zone économique exclusive, derrière les États-Unis, soit 10,1 millions de kilomètres carrés. Cette présence lui permet d'entretenir des relations transfrontalières avec des dizaines de pays éloignés de sa base européenne. La France est par exemple voisine du Brésil et du Suriname, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Avec cette surface maritime, la France dispose également de zones de pêche très étendues et d'importantes ressources minérales sous-marines. Autre atout, l'outre-mer représente 80% de la biodiversité en France. Un quart de ces parcs nationaux se trouve hors de l'Hexagone, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion. Enfin, en Nouvelle-Calédonie, une partie de la barrière de corail, longue de 1600 km, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces territoires ultramarins sont donc des atouts stratégiques indéniables pour la France. Sauf que l'administration de ces territoires par Paris est éminemment complexe, en raison de la diversité de ces territoires et de leurs spécificités historiques et géographiques. La dynamique démographique est notamment très contrastée. D'un côté, la Martinique et la Guadeloupe voient leur population baisser avec des départs massifs de jeunes vers l'Hexagone. De l'autre, la Guyane et Mayotte connaissent une explosion démographique en raison d'une forte immigration illégale. La population de la Guyane a ainsi été multipliée par 8 et celle de Mayotte par 12 en 60 ans. Arrêtons-nous précisément sur la Guyane. Seule porte d'entrée pour l'Union européenne en Amérique du Sud, la Guyane attire de nombreux immigrants venus des pays voisins et de la zone Caraïbe. 85% de la population clandestine serait ainsi issue du Suriname, du Brésil et d'Haïti. En cause, des frontières particulièrement perméables. À l'est, la frontière avec le Brésil est constituée en partie par le fleuve Oyapock, et à l'ouest, c'est le Maroni et ses affluents qui délimitent les 520 km de séparation avec le Suriname. Conséquence, les activités illégales alimentent une économie souterraine prospère. L'orpaillage illégal y est florissant et la région constitue une plaque tournante du trafic de drogue. 1/3 de la production mondiale de cocaïne passerait par le Suriname et la Guyane. Une réalité sociale et économique qui contraste avec la vitrine technologique du centre spatial de Kourou.
Faisons maintenant escale à Mayotte, dont l'histoire avec Paris est singulière. Rattachée à la France depuis le 19e, les 4 îles des Comores deviennent un seul et même territoire d'outre-mer en 1946. 1974, l'archipel souhaite accéder à son indépendance. Une consultation d'autodétermination est organisée. Les habitants d'Anjouan, de Mohéli et de la Grande Comore se prononcent pour l'indépendance, mais Mayotte choisit, elle, de rester française. Une fragmentation de l'archipel qui pose des questions de droit international avec le non-respect du principe de l'intégrité territoriale des Comores, mais qui va permettre à la France de maintenir sa présence stratégique dans l'océan Indien. Dans l'archipel, Mayotte, la française, devient au fil des ans un Eldorado pour les habitants des autres îles qui constituent la République des Comores, laquelle sombre dans l'instabilité politique et la misère. La catastrophe du cyclone Chido, on l'a dit, a mis en lumière les difficultés qui se concentrent à Mayotte du fait de ces flux migratoires mal gérés, infrastructures vétustes, services publics défaillants, tissu économique atrophié. Ce département le plus pauvre de France apparaît comme le grand oublié de la République. Confrontés à des crises sociales et politiques, on l'a vu, ces territoires éloignés accusent un retard de développement par rapport à l'Hexagone, des difficultés qui sont souvent l'héritage de l'ancien système colonial, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Malgré des statuts différents, toutes les économies ultramarines souffrent de maux semblables. Ainsi, le chômage est 2 à 3 fois supérieur aux Antilles et à la Réunion que dans l'Hexagone. Le PIB par habitant y est inférieur de plus d'un tiers. La population ultramarine est également plus vulnérable, avec de nombreux problèmes de santé, diabète, obésité, addiction aux drogues et à l'alcool. Toujours très dépendante d'une relation quasi exclusive avec l'Hexagone, les économies ultramarines sont extrêmement fragiles. Entre 50% et les 2 tiers des échanges commerciaux se font uniquement avec la France hexagonale. Cette situation est un héritage du système économique colonial dit de l'exclusif. Les territoires devaient autrefois fournir des matières premières agricoles comme les bananes, tout en servant de débouché aux produits de l'Hexagone. Sans projet industriel ambitieux, l'économie en Outre-mer dépend surtout des transferts publics de l'État, d'aides diverses et de salaires artificiellement élevés. C'est une autre persistance de la période coloniale. Les fonctionnaires bénéficient d'une surrémunération allant de 40% aux Antilles à 108% en Polynésie française. Un dispositif qui a eu un effet inflationniste, tout comme une taxe spécifique, l'octroi de mer. Cette taxe douanière s'applique aux importations en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et à la Réunion. Censée protéger la production locale et financer les collectivités ultramarines, cette taxe a eu pour conséquence de faire grimper les prix. Résultat, la question de la vie chère est à l'origine de forts mouvements de protestation à la Réunion en 2012, en Guyane en 2017 ou plus récemment en Martinique en 2024. Dans l'île, si les produits alimentaires sont près de 40% plus chers que dans l'Hexagone, c'est aussi en raison de la situation de monopole dont bénéficient les groupes d'importation et de distribution, appartenant pour la quasi-totalité à quelques familles de blancs créoles, les béquets, qui tiennent une grande partie de l'économie antillaise. Des discriminations et un sentiment d'injustice qui relancent les tensions socio-identitaires et les velléités d'indépendance d'une partie de la population, notamment en Nouvelle-Calédonie. L'archipel est tiraillé entre les loyalistes, installés plutôt sur la côte ouest, majoritairement d'origine européenne, eux veulent rester dans le giron français, et les indépendantistes, largement issus du peuple autochtone, on les appelle les Kanaks, ils sont présents à l'est de l'archipel. 1988, les accords de Matignon négociés avec Michel Rocard ont permis de mettre fin à la période insurrectionnelle liée au réveil de l'identité kanak autour de la figure de Jean-Marie Djibaou. Ces accords, complétés par ceux de Nouméa en 1998, prévoient alors l'organisation de référendums d'autodétermination. 3 scrutins ont été organisés en 2018, 2020 et 2021.
Une majorité se dégage pour maintenir le lien avec la France, même si le dernier vote a été boycotté par les indépendantistes et a ravivé les tensions dans une population calédonienne très fragmentée entre les Kanaks, qui représentent 41% de la population, les personnes d'origine européenne, dont les Caldoches, les descendants des colons, qui pèsent 24%, et enfin les autres communautés, notamment asiatiques et océaniennes, qui forment autour de 27% de la population. En 2024, la réforme constitutionnelle qui vise à élargir le corps électoral est critiquée par les indépendantistes et provoque des émeutes causant la mort de 14 personnes. Des violences qui percutent de plein fouet la stratégie française dite de l'Indo-Pacifique, une région où la Chine cherche également à imposer son leadership. Et on termine avec ces opérations dites d'ingérence ou de déstabilisation dans ces territoires d'outre-mer venus de pays comme la Russie ou la Chine, mais aussi l'Azerbaïdjan. Regardez cette photo. Nous sommes en mars 2024 en Nouvelle-Calédonie. Parmi les manifestants indépendantistes kanaks, on y voit une banderole en soutien à la Russie de Poutine, ainsi que le drapeau de l'Azerbaïdjan, deux pays qui mènent des campagnes sur les réseaux sociaux contre ce qu'ils nomment la politique coloniale française. De quoi faire sourire ceux qui notent que Poutine, en envahissant l'Ukraine, a précisément manifesté une nostalgie de l'ancien empire soviétique, l'URSS. C'est avec lui que nous avons préparé cette émission, le chercheur Jean-Christophe Gay, et notamment l'auteur de cet ouvrage, chez Armand Collin, La France d'outre-mer, terres éparses, société vivante. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt.